Un premier débat des Européennes agité, vient de dire Samia Dechir, vivant, parfois tendu, animé de main de maître, que l'on va débriefer avec nos experts pendant la première partie de cette émission. Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant France-Europe du média suisse Blick. J'accueille à vos côtés Jean Garrigue. Bonsoir. Historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, paru chez Payot. Bonsoir aussi à Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Directeur délégué de Harris Interactive, sans oublier bien sûr Tam Tranui qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Et avant de vous passer la parole à tous, je voudrais qu'on fasse un petit détour par Strasbourg, parce qu'on va y retrouver Thomas Hugues, qui a animé, bravo Thomas, ce grand débat. Et je suis très content de vous avoir pour que vous nous racontiez un peu les coulisses, l'ambiance sur le plateau. Est-ce que c'était tendu ? Déjà, Mathieu, bonsoir, ça me fait tout drôle quand même d'être de ce côté-là de la caméra, mais merci de m'inviter dans Sens Public, c'est original. Dans votre émission, Thomas. Vous êtes ici chez vous. Oui, c'est sympa. C'était tendu, oui, c'était tendu. Hein. Ils étaient, je crois qu'ils étaient très nombreux ils avaient tous quelque chose à défendre, ils jouaient tous assez gros. Et finalement, mais vous allez sûrement en parler, celui qui n'avait peut-être pas tant à jouer, c'est celui qui n'est pas venu, c'est Jordan Bardella. Bon voilà, il n'est pas venu parce qu'il voulait pas prendre des coups avec une telle avance dans les sondages. Mais moi, j'ai vraiment senti cette tension. On voyait les équipes, les spin doctors autour des candidats. On voyait qu'ils avaient préparé des attaques très tôt dans le débat. Et voilà, ils ont pris la main. Nous, on avait prévu évidemment toute une trame, des questions, mais très tôt dans le débat, on a senti qu'ils voulaient en découdre. Ils se sont salués, ils se sont serrés la main ou même pas ? Oui, ils se sont salués. C'était assez cordial. Voilà, il y a eu une photo de groupe qui a été prise quelques minutes avant que le débat ne démarre. Et ensuite, c'est toujours intéressant de voir comment ils ont un peu géré leur temps de parole. Il y avait grosso modo 17 minutes pour chaque candidat ou candidate. Et on a bien vu une Marion Maréchal essayer de monopoliser la parole sur le deuxième chapitre de l'émission qui était consacré à l'immigration, où là, vraiment, elle voulait être là, c'est peut-être le thème unique de sa campagne. Elle voulait vraiment monopoliser la parole pendant ce temps-là, quitte à disparaître un petit peu, ou à parler beaucoup moins précédemment sur l'agriculture. C'est toujours intéressant de voir de l'intérieur les stratégies des uns et des autres. Et les petits nouveaux ? Je pense à Léon Desfontaines, par exemple, qui n'avait pas l'habitude de débat, ou même Valérie Ayé, la candidate Renaissance. Écoutez, moi j'ai trouvé Léon Desfontaines, c'était une découverte, et il y a même eu un petit côté diesel. Il est rentré dans le débat assez tranquillement. Il était très en retard sur son temps de parole sur la première partie du débat consacrée à l'agriculture et l'environnement, le pacte vert. Et puis après, il est monté en puissance. C'est plutôt une découverte, et je pense qu'il a un peu crevé l'écran. Et Valérie Ayé, elle avait une posture qui n'était pas si simple, parce que finalement c'était un peu la seule à défendre, que ce soit sur l'immigration, elle défendait le pacte asile-immigration en cours de validation au Parlement, que ce soit sur le pacte vert, elle défendait le pacte vert. C'était un peu la seule à défendre les prises de position au niveau européen, et puis aussi évidemment Emmanuel Macron. Donc je trouve que pour quelqu'un qui était un peu au centre des critiques ou des attaques potentielles, elles s'en est globalement bien sorties. Il y a une punchline qui vous a marqué pour finir, ou un échange particulièrement vif ? On en a entendu une partie dans le reportage de Samia Dechir. Très clairement, le moment fort du débat, on s'y attendait un petit peu, mais le moment fort du débat, c'est l'Ukraine, et ce moment où plusieurs candidats... Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était autour d'un ring de boxe, et que le boxeur Thierry Mariani était dans les cordes. Et en plus, physiquement, pour moi, il était dans le coin, là, par rapport à moi. Et j'avais vraiment cette impression physique d'un boxeur qui est en train d'être placé en grande difficulté par son adversaire ou ses adversaires. Il s'y attendait lui aussi, et pour moi ça reste le moment assez fort, le petit télégraphiste du Kremlin. Évidemment cette formule était préparée par Raphaël Glucksmann, mais je pense que ça restera, et que dans les articles que l'on lira demain, ce moment du débat, à mon avis, sera repris par pas mal de nos confrères. Eh bien, un grand merci Thomas, on va vous laisser aller dévorer une choucroute, j'espère. Une tarte flambée et un verre de pinot noir, évidemment. Une flamme cure. Ok, formidable. Merci beaucoup Thomas, bonne soirée et encore bravo.
débat. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais faire une première question en forme de tour de table. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat? Qu'est-ce qui vous a marqué, Jean-Daniel? On ne peut pas dire que les débats étaient froids ou policés. Il y a souvent, en fait, un peu la critique qui est effectuée à l'égard des responsables politiques. On ne sait pas exactement ce que vous pensez, vous n'affirmez pas franchement les choses. Là, on avait 8 candidats qui étaient présents, 8 candidats qui avaient une ligne politique, 8 candidats qui souhaitaient mettre en avant d'ailleurs une thématique plus que les autres dans le cadre de ce débat, et que pour ceux qui se disent qu'ils ont un minimum d'intérêt à l'égard de la chose publique, ils doivent en ressortir en se disant au moins le débat m'a apporté quelque chose, et il y avait des positions qui étaient des positions tranchées. On sait que les Français aiment bien s'engueuler, et là c'est globalement en fait entre guillemets engueulé. En tout cas, il y a eu des positions qui étaient des positions différentes et qui permettent de dire voter aux élections européennes, ça permet de faire un choix entre des positions qui sont assez différentes les unes des autres. Jean Garrigue? J'ai eu le même sentiment que Jean-Daniel, et je le rattacherai à un phénomène générationnel aussi. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils ont cette virulence, mais c'est une autre façon de faire de la politique, de conduire des débats. On sentait que chacun avait préparé sa petite punchline. À un moment, Manon Aubry qui dit aux autres « vous êtes tous des hypocrites ». Enfin, chacun avait sa petite formule préparée. On a parlé voilà, le petit télégraphiste du Kremlin. Chacun était dans son couloir, comme on dit en sport. Et c'était une façon, si vous voulez, très adapté à la communication d'aujourd'hui, très générationnel pour moi de faire de la politique, sachant que chacun, évidemment, je le répète, restait dans son couloir, et qu'évidemment, par rapport à ce phénomène un peu générationnel, Thierry Mariani paraissait déplacé. Enfin, manifestement, il était dans une posture qui était très différente des autres et qui s'est retrouvée au fil du débat. Thierry Mariani, on y reviendra, mais qui a, c'est vrai, un beaucoup plus long parcours politique, il l'a lui-même rappelé, qu'il militait au début des années 90 dans un autre parti que celui qu'il représente aujourd'hui. On a parlé de fond, Richard Verly? Alors moi j'ai été un peu déçu, vous avez entendu que les punchlines. Déçu par, je dirais, l'absence d'un discours vraiment positif sur l'Europe. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est peut-être le lot du premier débat, comme chacun cherchait avant tout, vous l'avez dit, à marquer des points par rapport aux autres, on a oublié un peu l'essentiel, qui est qu'est-ce que l'Europe, l'Union européenne, apporte aux Français. Et pourquoi l'Union européenne est encore la meilleure entité, en tout cas de la part des pro-européens, c'est ça qu'on attendait, la meilleure entité pour défendre les intérêts des Français. Le seul sujet sur lequel c'est venu, c'est les agriculteurs. C'est lorsque Valérie Ayé a pris la parole pour rappeler la politique agricole commune. Mais globalement, je dirais, pour moi, c'était un débat qui aurait tendance à entretenir le doute sur l'Europe plutôt qu'à rallumer la confiance sur l'Union européenne. Mais peut-être parce que le débat était presque un débat franco-français, calqué au niveau européen. Quand on regarde en fait les prises de position de la part des uns et des autres, si on regarde rapidement ou qu'on écoute rapidement sans savoir qu'il y a des élections européennes qui vont se dérouler le 9 juin prochain, ça pourrait... On avait l'impression d'être à l'Assemblée? Ça peut être pas forcément complètement à l'Assemblée, parce qu'il y a quand même des références à l'Europe, mais en fait, les sujets qui ont été abordés, la manière dont ils ont pu s'écharper les uns les autres, ils auraient pu avoir les mêmes arguments, les mêmes confrontations, les mêmes positions s'ils s'étaient agi de la politique nationale. Ce qui est surprenant parce que tellement de listes ont choisi de reconduire des sortants, des personnes qui sont actives au niveau du Parlement européen. Donc, comme quoi, quand on se retrouve dans un débat franco-français, on se raccroche encore à ces thématiques dont on estime qu'elles vont intéresser les téléspectateurs. Alors, on va faire le tour un peu des candidats, mais avant, je voudrais qu'on regarde un sondage qui est celui... pas le vôtre, mais le dernier qui est sorti, celui de l'Institut Ipsos pour le Cevipof sur les intentions de vote en mars 2004 pour les élections européennes qui se dérouleront, on le rappelle, le 9 juin. Et on le voit, une liste RN en tête à 31%, suivie de Valérie Ayé pour la majorité présidentielle qui est donc à 18%. Et ensuite viennent Raphaël Glucksmann, 11,5%, Marie Toussaint, l'écolo, à 8,5%. Et puis ensuite, la deuxième partie du peloton, avec deux candidats à 7%, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, et puis Marion Maréchal à 5%. C'est juste l'étiage limite, vous savez, pour obtenir des députés au Parlement européen. Et puis le petit nouveau dont on parlait tout à l'heure et dont on reparlera, Léon Desfontaines, à 3,5%. Et vous voyez s'afficher ensuite les noms des autres candidats qui n'étaient pas cet après-midi dans notre grand débat. Jean-Daniel,
quand on a 12 points d'avance, même un peu plus, 13 points d'avance, est-ce qu'on peut s'effondrer? Est-ce que c'est rattrapable par la majorité ou est-ce que le RN peut s'effondrer? Oui, on peut s'effondrer. Il y a des enjeux qui ne sont pas encore complètement posés. On vient d'avoir en fait l'intervention de la part du président de la République pour parler des grands enjeux européens, là pour le coup, en matière de sécurité liés à la Russie et à ses velléités. Qu'à l'heure actuelle, les thématiques de campagne, lorsqu'on interroge nos compatriotes, à peu de choses près, ressemblent très nettement à ce qu'on a pu voir au cours de la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire que la première préoccupation et la première assignation, c'est de parler de la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, comme aux élections européennes de 2019, même si on a un peu tendance à l'oublier, mais qu'on peut voir qu'il peut y avoir des dynamiques de campagne qui peuvent modifier, si ce n'est fondamentalement, en tout cas, dans un certain nombre d'aspects, les rapports de force. Au cours des dernières élections européennes, la thématique qui était celle de l'écologie, de l'environnement, s'est invitée au cours du dernier mois, et notamment au cours des 2 dernières semaines, et ce qui a permis, on le voit, à Yannick Jadot de pouvoir réaliser plus de 13% des suffrages. Donc il y a aujourd'hui, et c'est probablement une des raisons pour laquelle le débat a pris cette tournure, une zone de faiblesse du Rassemblement national à l'égard de ce que peut être la politique menée à l'égard de la Russie. À l'heure actuelle, les électeurs sont complètement imperméables par rapport à ces critiques-là, mais rien ne dit que les 3 mois prochains de campagne ne vont pas être de nature à pouvoir modifier les choses. Et puis, un dernier aspect, on a aujourd'hui une liste qui est soutenue par le président de la République, qui est particulièrement basse. En général, quelle que soit la question, les électeurs, on a un quart des électeurs qui votent pour la liste ou la personnalité qui va être celle d'Emmanuel Macron. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a un déficit d'engagement et de mobilisation d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, qui ne sont pas forcément extrêmement fâchés à l'égard du président, mais qui ne trouvent pas les ressorts suffisants pour se déplacer, pour aller voter, ou en tout cas, dans le cadre de nos intentions de vote, de déclarer qu'ils ont l'intention de voter pour la liste de la majorité présidentielle.